Bonsoir, chers collègues. Honoré d'être parmi vous encore ce soir. C'est avec grand plaisir que je vais vous présenter ce cours concernant l'exploration non invasive en rythmologie. Et Dr Mervet, j'ai un peu changé le plan. J'ai commencé par parler de l'échographie et l'échographie tension-œsophagéenne, et j'ai un peu parlé des tests médicamenteux en rythmologie. Le plan sera le suivant. Nous allons parler un peu de l'imagerie, un peu des tests médicamenteux en rythmologie, du tilt test et du monitoring électrique avec l'Holter ECG et le CG d'effort. Pour l'imagerie, on va parler surtout de l'échographie transthoracique, qui est aujourd'hui un outil indispensable dans la pratique quotidienne, facile d'accès, riche d'informations. Son utilité clinique est largement validée. Il permet de poser rapidement des diagnostics, d'orienter une prise en charge thérapeutique et bien sûr d'orienter quelques procédures en rythmologie. Donc, les modalités techniques, cet examen échographique, c'est un examen morphologique. Il permet d'obtenir des structures en deux dimensions au cours du cycle. Il est couplé à une analyse Doppler qui permet de mesurer la vitesse de déplacement du sang ou des structures cardiaques. On a quatre techniques Doppler qui sont utilisées: le Doppler tissulaire, le Doppler continu, le Doppler couleur et le Doppler pulsé. Ils sont tous complémentaires. Donc, euh, on- il y a des règles générales pour faire cet écho. L'installation du patient, elle est primordiale. Il doit être réalisé en position décubitus latéral gauche, donc avec le bras qui est positionné et la main gauche qui sont placés sous la tête du patient, le bras droit qui est positionné au long du corps. On a ici trois électrodes qui sont positionnées pour permettre l'acquisition d'un tracé ECG en fonction du cycle cardiaque. L'opérateur peut être positionné à droite ou à gauche selon les habitudes de l'équipe. Je vais parler rapidement des coupes qui sont primordiaux, des coupes pour un praticien qui vient de se lancer sur l'écho-transthoracique. Je sais pas, est-ce que dans votre centre, les techniciens et les infirmiers ont l'expertise de faire des échos transthoraciques, des échos de débrouillage. Euh, je pense que ils font ça surtout en Europe. Je pense que c'est la routine en Europe, mais on a besoin d'une formation spécifique des techniciens et des infirmiers pour acquérir quelques bases. Je vais juste parler rapidement des bases. On a, dit on a la coupe parasternale grand axe qui est avec positionnement de la sonde au troisième espace intercostal gauche du sternum avec un curseur qui est orienté vers l'épaule droite. Les critères d'une bonne coupe, c'est principalement un septum interventriculaire horizontal, l'apex du ventricule gauche qui n'est pas visualisé et l'absence de visualisation des feuillus de la valve tricuspide. Donc, euh, dans cette coupe parasternale grand axe, elle est très importante parce qu'on peut visualiser la présence d'un épanchement péricardique au cours des procédures de rythmologie d'ablation. On peut visualiser aussi la cinétique du ventricule gauche, les valves avant une procédure d'ablation. Donc, euh, S'il y a une perforation aortique, par exemple, dans une procédure de ponction transeptale. Là, on a la deuxième coupe, c'est la coupe parasternale gauche petit axe avec un mouvement de rotation horaire de 10 degrés par rapport à la coupe précédente. On coupe le cœur en tranches. Là, on voit la base du cœur, là, la partie médiane transmitrale. Là, on voit la partie qui passe par les piliers et une coupe qui passe par l'apex. Comme si on coupe le cœur en tranches. Là, on a la coupe qui passe par la base, qui visualise l'aorte, les cavités droites, le septum interatrial qui est ici très important, l'oreillette gauche, les cavités droites, l'artère pulmonaire ici. Et là, c'est la coupe qui passe par la, par, transmitrale, qui peut visualiser la valve mitrale, un peu de ventricule gauche avec sa cinétique et un peu sa fonction.
Donc là, on a la troisième coupe, c'est la coupe apicale des quatre cavités. Ici aussi, on peut voir, là, on peut voir, on positionne la sonde vers l'aisselle avec une sonde qui est au niveau du choc de pointe repéré à la palpation. Donc là, on peut voir sur cette coupe les quatre cavités, le ventre gauche, le ventricule droit, les oreillettes, donc le septum interatrial, le septum interventriculaire et le péricarde, bien sûr. On a aussi la coupe apicale des cinq cavités. Donc, avec, en plus, c'est comme la coupe des quatre cavités, mais on incline un peu le capteur vers le haut avec une petite rotation horaire pour voir la aorte et la chambre de chasse surtout. Donc, on a aussi la coupe petite cavité avec deux cavités, pardon, avec une rotation anti-horaire de 90 degrés à partir de la coupe apicale des quatre cavités. On efface complètement les cavités, les cavités droites. Donc, on peut visualiser ici le ventricule gauche, l'oreillette gauche avec la paroi inférieure, la paroi antérieure et pour compléter l'analyse de la fonction ventriculaire du VG par la méthode en biplan. Donc, un petit mot sur le Doppler. On a quatre types de Doppler. Le Doppler continu, le Doppler pulsé, le Doppler tissulaire et le Doppler couleur. Donc, le Doppler couleur, il faut juste savoir que le, un- le- les flux qui s'approchent de la sonde, ils sont de couleur rouge. Les flux qui s'éloignent de la sonde, c'est des c'est des flux avec une couleur rouge. C'est une couleur bleue, pardon. Donc là, c'est juste une généralité par rapport, si on voit une fuite, on peut la voir rapidement, un quick look, si on peut voir une petite fuite sans la caractériser, c'est pas important, c'est pas l'objectif du cours. Donc on a le Doppler continu et le Doppler pulsé. Le Doppler continu, il permet de recevoir des ondes ultrasonores, d'enregistrer des vitesses de flux très élevées, par exemple pour un flux aortique en cas de sténose, mais il renseigne sur des flux il ne renseigne pas sur un point précis des flux, mais sur un faisceau ultrasonore. Donc là, si on veut voir une partie, une partie de flux, une partie spécifique de flux, on a besoin de Doppler pulsé qui mesure, par exemple, là, le Doppler pulsé au niveau de la chambre de chasse pour mesurer l'ITV et le débit cardiaque. Euh, mais, mais ça empêche de mesurer des vitesses au-dessus d'un certain seuil. Donc là, le Doppler tissulaire qui permet d'étudier le mouvement des mouvements des parois myocardiques pour analyser la fonction diastolique, analyser la fonction du VD. Là, on voit on place le curseur sur l'anneau mitral, latéral, septal ou sur l'anneau tricuspide pour l'évaluation de la fonction du ventricule droit. Là, l'échographie, elle est aussi primordiale en rythmologie. On a aussi l'échographie vasculaire. L'échographie vasculaire, là, elle est utile pour guider des ponctions, pour guider des ponctions écho-guidées, ponctions axillaires, par exemple au cours des procédures de pose de pacemaker ou de défibrillateur ou de resynchronisation. Et il peut guider aussi la ponction veineuse axillaire, euh, la ponction veineuse fémorale, pardon, en électrophysiologie. Elle peut guider aussi la pose de sonde de stimulation. Donc, l'échotransthoracique, il a aussi un intérêt après des procédures ablatives pour vérification du péricarde, surtout l'épanchement péricardique. Euh, et donc, il y a plusieurs intérêts à avoir. Maintenant, c'est indispensable d'avoir un échographe en salle de rythmologie. C'est vraiment indispensable dans les procédures de rythmologie. Donc là, on passe à l'échotrans œsophagienne, donc, qui est devenue une voie de routine pour explorer le cœur et les gros vaisseaux. Donc, pour comprendre l'importance de cet examen, il faut comprendre ses avantages par rapport à l'échotrans thoracique, qui est, elle, limitée par l'interposition des structures osseuses, graisseuses, et c'est particulièrement vrai pour les personnes obèses, pour les personnes âgées. Donc, on voit ici la sonde de Théo qui passe par l'œsophage et on voit que là, la sonde elle est très proche des structures cardiaques, surtout de l'oreillette gauche et de l'auricule gauche, et avec une excellente résolution.
Les indications principales en rythmologie de l'échographie transœsophagienne, c'est la ponction transseptale pour les procédures ablatives gauche, par exemple l'ablation de FA, de faisceau accessoire gauche, et par exemple la fermeture de l'auricule gauche également. Donc, les sondes de TIO ils présentent quelques différences selon les constructeurs, mais leur architecture elle est commune. Elle comporte un capteur reliant la sonde à l'échographe, une manche permettant de prendre en main la sonde et sur laquelle sont insérées des molettes. Des molettes, ça, il y a les molettes de béquillage latéral, les molettes de béquillage antéro-postérieur et un bouton pour modifier le plan du faisceau ultrasonore. Donc, il y a des règles de protection au cours de l'échographie transœsophagienne, qui est un examen au cours duquel le dispositif est en contact avec les liquides biologiques du patient. Donc, l'utilisation, par exemple, d'une gaine de protection à usage unique a également été déployée, permettant de limiter la fréquence de nettoyage de sonde avec des produits corrosifs. Donc, les règles de détection de la sonde sont adaptées selon l'utilisation de cette gaine de protection. Et après, il faut savoir qu'après chaque examen, ils font une traçabilité de l'acte et de la procédure de nettoyage. On a aussi maintenant des kits à usage unique qui sont disponibles dans plusieurs hôpitaux et ils comportent là une gaine de protection. Donc là, on a une gaine de protection. Là, on a un gel ultrasonique stérile et des cale-dents pour l'introduction de la sonde d'écho. Là, les règles de protection de l'ETO ont fait l'objet de recommandations françaises du Haut Conseil de la Société publique que vous pouvez lire sur la présentation qui va être enregistrée par la suite. Donc là, en salle de rythmologie, l'opérateur peut se positionner latéralement par rapport à la tête du malade ou se mettre à la tête du patient. Donc, c'est mieux de se mettre à la tête du patient pour ne pas gêner le champ de l'opérateur. Donc, la sonde ETO peut être tenue par l'opérateur soit par la main droite, soit par la main gauche. Donc, il y a des préliminaires importants pour la réalisation d'échographie transœsophagienne. Donc, chez le patient éveillé, il faut un consentement éclairé. C'est une obligation légale. Il faut éliminer d'abord les contre-indications avant de commencer. Par exemple, les pathologies œsophagiennes qui peuvent interférer avec l'insertion de la sonde, les allergies aux anesthésiques locaux qui peuvent gêner la réalisation d'une anesthésie ou d'une sédation. Donc, il faut par la suite s'assurer que la salle d'examen est opérationnelle et notamment que l'oxygène mural est présent et fonctionnel, un chariot d'urgence qui soit présent et complet, un scope avec un ECG, une pression à une saturation oxygène, une voie veineuse périphérique optionnelle et bien sûr l'antibio il n'est pas systématique. Il faut savoir qu'il y a des complications. C'est pas un geste banal. Donc, par exemple, les complications qu'on peut avoir à l'ETO, c'est des complications de l'anesthésie, des complications œsophagiennes, surtout la dysphagie, les hémorragies digestives et les perforations œsophagiennes qui sont fatales. Donc là, en gros, il faut noter que ces sondes permettent une exploration des structures cardiaques en modifiant le plan des coupes. Donc, on peut avoir plusieurs coupes, plusieurs incidences. Donc, les rythmologues s'acharnent surtout sur la vacuité de l'auricule gauche qui peuvent se voir cet auricule gauche qui peut se voir sur beaucoup d'incidences et c'est très important avant une cardioversion ou une ablation de flotteur ou une FA chez un patient qui est mal anticoagulé de, de, de s'assurer de la vacuité de cet auricule. Et aussi pour le TO, il est aussi indispensable en rythmologie pour visualisation du septum interatrial qui est visualisé dans plusieurs coupes aussi. Donc, on va céder on va être guidé par la visualisation du septum interatrial au cours de la ponction transseptale surtout. Là, on passe par la suite aux tests médicamenteux qui sont utilisés en rythmologie. On a les tests au bloc-corps de canaux sodiques. C'est l'indication de ce test, c'est le bilan après une mort subite non expliquée, des syncopes avec suspicion d'un syndrome de Brugada qui est une pathologie génétique qui peut causer des troubles de rythme graves. Donc, il ne faut pas indiquer ce test si on a une cardiopathie connue ou des troubles de conduction graves.
Pour la préparation du patient pour ce geste, il faut avoir un patient à jeun avec arrêt des antiarythmiques au moins 5 fois la demi-vie. Il faut avoir un chariot d'urgence à côté. Il faut avoir une voie veineuse périphérique de gros calibre et un monitoring ECG et tensionnel au décours du geste, au décours de l'injection. Donc là, c'est en gros ce test se fait avec l'enregistrement continu de l'ECG, avec un V1, V2 placé au début du test dans le quatrième espace intercostal. Puis, on va placer ce V1, V2 au troisième et au deuxième espace, au troisième et au deuxième espace plus haut au décours et à la fin du test pour mieux visualiser les modifications électriques du syndrome Brugada. Donc, on utilise généralement une perfusion continue d'ajmaline, qui est un antiarythmique classe 1A de la classification de Vaughan-Williams, donc à la dose de 1 mg kilo sur 5 à 10 minutes, avec un maximum de 100 mg. On peut utiliser à défaut la flécainide si on n'a pas la possibilité d'avoir de l'ajmaline dans le centre où on travaille. Et les effets secondaires possibles sont rares et sont pas très graves. Par exemple, des urticaires, des nausées, des céphalées. Il faut juste aviser le patient de la possibilité d'avoir ces effets secondaires. Donc là, c'est un exemple d'un test à l'ajmaline. Là, on a le segment ST, on voit un segment ST qui est normal. Après 3 4 minutes, on voit le sus-décalage. Le pattern, c'est ça le pattern Brugada. Ça, c'est un pattern de Brugada type 1 qui est spécifique, qui est spécifique, qui oriente vers cette pathologie génétique qui oriente vers cette pathologie génétique. Donc, le critère de positivité de ce test, c'est d'avoir un sus-décalage du segment ST supérieur à 2 mm par rapport à la ligne de base. Donc, il faut savoir arrêter immédiatement le test si on voit des ESV fréquentes, des TVNS et surtout ce tracé qui illustre un cas de fibrillation ventriculaire après le passage de l'asmaline. On peut avoir aussi des troubles conductifs, qui, 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 qui- des troubles conductifs qui peuvent être graves. Donc, il faut préparer avant de commencer 2 médicaments, l'isoprénaline et le bicarbonate sodique. En cas de survenue de troubles de rythme, il impose la perfusion d'isoprénaline. En cas de survenue, par contre, de troubles de conduction, ils peuvent être traités par injection de bicarbonate molaire jusqu'à normalisation de l'ECG et c'est très efficace. Après, on passe au test à l'adénosine. L'adénosine, c'est tout simplement un produit de dégradation de l'ATP. Son rôle en rythmologie, c'est le ralentissement de la conduction du nœud auriculoventriculaire. Il a un rôle de diminution de la fréquence cardiaque, un ralentissement de la conduction et une diminution de l'excitabilité du cardiaque. Donc, les indications principales de l'adénosine en cours de rythmologie, c'est la réduction de tachycardie supraventriculaire stable et pour aussi orientation étiologique, démasquer une voie lente au cours de tachycardie, au cours d'une suspicion de tachycardie par réentrée intranodale, démasquer une préexcitation qui n'est pas visible sur le souci de base, diagnostiquer des BAV paroxystiques idiopathiques. Et aussi, on peut utiliser ce test, par exemple, dans la fibrillation atriale après ablation pour être sûr que notre procédure a bien marché et que le taux de récidive va être faible. Donc, les contre-indications de ce test, c'est l'hypersensibilité, les blocs auriculoventriculaires de haut degré. Est-ce qu'on peut désactiver le son? Donc, les contre-indications de ce test, الصوت est-ce qu'on peut يا désactiver le son? لو excuse me Elias, Oui. excuse me please mute the people يا محمد. Mute. Okay. Sorry, Dr. Elias, Non, c'est pas grave. excusez-moi.
Donc, les contre-indications de ce test, c'est une hypersensibilité connue à l'adénosine, un BAV de haut degré ou une dysfonction sinusale qui est non appareillée, la présence d'un asthme ou d'une pathologie pulmonaire obstructive ou une hypotension artérielle sévère. Donc, la posologie de l'adénosine qui est utilisée, c'est à 10 à 20 mg en bolus et si besoin, on peut ajouter à 20 mg 3 à 5 minutes après. Donc, c'est très important pour les techniciens et les infirmiers au service de rythmologie de savoir les précautions d'emploi avant de faire un test à l'adénosine. Donc, il faut administrer systématiquement de l'oxygène, il faut préparer le matériel de réanimation, il faut faire une surveillance continue des fonctions vitales. Euh, il faut savoir que l'adénosine peut déclencher ou aggraver un bronchospasme. Il peut déclencher des troubles de conduction ou de troubles de rythme qui sont transitoires généralement. Il peut déclencher une hypotension artérielle qui est significative. Donc ça, c'est des effets qu'il faut connaître et qu'il faut être préparé pour réagir. Donc la technique d'injection est très importante pour l'injection en cas d'injection d'adénosine. Donc la technique d'injection doit être aussi proximale dans une voie veineuse périphérique de gros calibre avec un robinet qui est branché avec pour un flush de solution saline après l'injection d'adénosine. Donc, il faut être très rapide durant cette procédure, sinon on va avoir des réponses faussement négatives. Donc là, on a l'exemple d'une réponse à l'adénosine avec plusieurs ANTP bloqués. C'est généralement rapidement résolutif vu la durée d'action très rapide de l'adénosine. Il faut avoir aussi recours à l'antidote en cas de besoin. L'antidote de l'adénosine qui est la théophiline. Il faut avoir aussi l'atropine avec la théophiline apportée en cas de BAV persistant après l'injection. Donc la dose de théophiline, c'est 1,5 mg kilo en général en perfusion lente. Donc, on passe par la suite au test d'inclusion, au tilt test. Et son indication principale, c'est la recherche d'étiologie d'une syncope inexpliquée. Donc, cet examen il permet surtout de confirmer l'origine vagale d'une syncope. Donc, avant le test, il faut savoir que le patient doit être à jeun. Il faut interrompre d'au moins 5 demi-vies, tout traitement pouvant interférer sur ses résultats. Donc, il faut préparer bien la peau avec rasage du thorax pour une meilleure fixation des électrodes de l'ECG. Et il faut obtenir le consentement avant pour faire ce test. Donc, avant de débuter le test, donc, le déroulement de l'examen doit avoir été expliqué au patient en soulignant son caractère atraumatique. Il faut préparer une grande voie veineuse périphérique. Il faut préparer un chariot d'urgence à côté avec un monitoring ECG et tensionnel. Le patient, il est allongé sur une table basculante avec un support pour les pieds. Il est sanglé, empêchant la chute en cas de perte de connaissance. Donc, le protocole, c'est simple. Donc, le patient, après un temps à l'horizontale, avec un temps à l'horizontale, et on va le pencher et on va l'incliner entre 60 et 80 degrés. Ce protocole est appelé protocole passif. On peut s'aider par l'injection de médicaments qui vont aider à avoir des réponses à ce test, tels que la trinitroglycérine. Donc, ce test, il est positif. S'il y a une pression artérielle systolique qui chute moins de 80 mm de mercure ou une bradycardie, avec bien sûr symptomatique, avec une syncope. Là, il faut savoir, c'est un peu la physiopathe de l'origine de la syncope vasovagale. Je vous laisse ça pour lire à tête reposée. Donc, on passe ensuite à l'ECG d'effort. Le CG d'effort qui présente un intérêt très vague en rythmologie. Il a un intérêt en cas de palpitation à l'effort, en cas de recherche de BAV à l'effort, en cas de trouble conductif à l'effort pour voir s'il y a une amélioration du trouble conductif à l'effort. Il faut, en cas aussi d'une préexcitation pour voir son caractère malin et encore pour le syndrome du QT lent pour voir l'adaptation du QT à l'effort. Donc, avant le test, il faut vérifier la bonne indication. Donc, il faut avoir aussi un jeûne en moins de 6 heures. Il faut vérifier que le patient est en arrêt de tous médicaments qui peuvent interférer, comme la digoxine 2 semaines
avant le test, les bêta-bloquants 2 jours avant le test et les dérivés nitriques 24 heures avant le test. Donc, il faut expliquer le geste au patient, il faut éliminer les contre-indications du geste et il faut avoir une tension artérielle et un ECG de repos avant de débuter le test. Il y a des contre-indications à savoir, comme l'infarctus du myocarde aigu, comme l'angor instable non stabilisé, comme la présence d'une sténose aortique, des arythmies cardiaques symptomatiques, une antécédent de dissection et autres contre-indications. Donc ça, il faut, vous ne pouvez pas l'apprendre par cœur. Il faut avoir une checklist avant de débuter le CG d'effort. Donc, pour le matériel, on a besoin d'un ergomètre avec soit une bicyclette ergométrique, soit un tapis roulant. On a le choix. Donc, et un électrocardiographe pour le suivi des ECG, pour le suivi des anomalies et des modifications électriques, un tensiomètre avec un manomètre, et il faut privilégier les, les prises manuelles, euh, et un chariot d'urgence, bien sûr, composé de médicaments nécessaires pour la réanimation, pour la réduction d'une arythmie et pour l'intubation en cas de besoin. Et un défibrillateur qui doit être allumé bien, bien avant de débuter l'épreuve et vérifié. Là, on a un patient après vérification de l'indication, des contre-indications et la vérification de la salle. Donc, on va lui brancher une voie veineuse de gros calibre. On va lui mettre les électrodes, on va lui mettre les électrodes de CG sur le mode habituel. On va faire une prise tensionnelle au repos. Après, on va vérifier le bon signal ECG. On a des protocoles qu'on utilise au cours de l'épreuve d'effort. On utilise principalement deux protocoles. Le protocole de Bruce avec augmentation de la pente du tapis progressivement et accélération de la vitesse progressivement par palier de 3 minutes. Ou le protocole de Black qui est aussi un test d'effort par palier, mais contrairement à ce protocole, on a juste l'intensification de, de du travail par inclinaison du tapis et non pas et la vitesse qui reste constante contrairement à ce protocole. L'épreuve d'effort est donc un examen qui n'est pas banal. Donc, il nécessite la présence d'infirmiers expérimentés, de deux médecins minimum dans la salle. Et il faut faire un recording ECG de la tension artérielle à chaque stage de l'exercice et durant la récupération également. Donc, il faut savoir arrêter l'épreuve d'effort quand on a un épuisement musculaire intense, une dyspnée, une douleur angineuse, des troubles de rythme graves ou de conduction de haut degré, ou un pic hypertensif ou une chute tensionnelle à l'effort. Donc là, on a l'exemple d'un BAV deuxième degré, Mobitz 1, avec l'aggravation à l'effort devenant un BAV haut degré avec plusieurs ondes de paix bloquées. Là, on a des salves de TV à l'effort qui peuvent orienter vers une cardiopathie ischémique ou autre. Et dernièrement, on a l'Holter ECG qui, malgré les quantités de renseignements que l'ECG peut fournir, c'est des renseignements, l'ECG reflète instantanément l'activité électrique et ne renseigne pas l'activité électrique du 24 heures. On a par exemple des patients qui ont des palpitations paroxystiques et on a très peu de chances de produire des troubles de rythme au moment de l'enregistrement ECG. Donc là vient l'intérêt de l'Holter ECG. Donc, avant l'installation de cet Holter, il faut le technicien ou l'infirmier doit faire une fiche du patient avec un minimum le nom et prénom du patient, l'âge du patient, ses antécédents, les médicaments que prend ce patient, l'indication de l'examen, le CG de repos et l'heure habituelle de réveil et de coucher. Donc là, on a la technique d'installation en étapes. La première étape, c'est le rasage et préparation de la peau. On a la deuxième étape avec frottement de la peau avec du gel hydroalcoolique. La troisième étape on va gratter la peau 3 fois avec et mettre les patchs.
Là, on va mettre les fils sur les positions habituelles. On va appliquer du mi-fixe sur les électrodes pour bien les fixer. Et dernièrement, on regroupe les fils au centre pour avoir des signaux de bonne qualité. Et merci de votre attention.